Michel Drucker, l'homme qui a conquis la télé et défie le temps. Salut à tous, bienvenue sur Universal Life. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'une icône française, un homme qui, depuis plus de 6 décennies, illumine nos écrans avec son sourire chaleureux et sa voix familière, Michel Drucker. À 83 ans, en 2025, il est bien plus qu'un animateur télé. C'est un symbole de résilience, un architecte de la télévision française, un homme qui a su transformer des débuts modestes en un empire de 11 millions d'euros et plus. Derrière ses interviews légendaires, ses émissions cultes et son image de gendre idéal, il y a une vie faite de travail acharné, de discipline, de triomphe, mais aussi de défis personnels, de controverses et de combats contre la maladie. Comment un gamin de Normandie est-il devenu une légende? À quoi ressemble son quotidien entre Paris et la Provence? Et pourquoi, malgré le poids des années, refuse-t-il de raccrocher? Attachez vos ceintures, on embarque pour un voyage dans l'univers de Michel Drucker. Si vous aimez les histoires qui inspirent, qui rappellent que tout est possible avec du travail, alors cette vidéo est pour vous. Cliquez sur le bouton like, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, quelle émission de Drucker vous a marqué le plus? Champs-Élysées? Vivement dimanche? Ou peut-être un moment précis avec une star? Partagez vos souvenirs, et c'est parti. Les origines d'un battant. Michel Drucker, c'est d'abord l'histoire d'un gamin né le 12 septembre 1942 à Vire, un petit bourg du Calvados, en pleine Seconde Guerre mondiale. La France est occupée, les temps sont durs, et la famille Drucker ne roule pas sur l'or. Son père, Abraham, est un médecin juif immigré d'Autriche, venu en France pour fuir les persécutions. Sa mère, Lola Chafflet, est infirmière, une femme dévouée mais stricte. Dans leur foyer modeste, il n'y a pas de place pour les folies. Le travail est une obligation, presque une religion. Abraham, médecin de campagne, sillonne les routes normandes pour soigner ses patients, souvent sans attendre de paiement. Cette rigueur, cette éthique, marque le jeune Michel au fer rouge. L'enfance de Michel n'est pas un conte de fées. À l'école, il n'est pas un élève brillant. Un psychiatre lui dit même un jour qu'il est inapte à tout effort intellectuel. Dur à entendre pour un ado. Mais ce jugement, au lieu de l'abattre, le pousse à prouver qu'il vaut mieux que ça. À la maison, l'ambiance est tendue. Abraham est exigeant, parfois distant. Lola, autoritaire, veille à ce que ses 3 fils de Michel, Jean et Jacques restent dans le droit chemin. Michel, le cadet, se forge dans cet environnement où l'effort est non négociable. Il apprend vite que rien ne vient sans travail, une leçon qui guidera toute sa vie. À l'adolescence, Michel découvre la radio, un refuge. Dans les années 50, la télévision est encore balbutiante en France, mais les voix des animateurs radio le fascinent. Il rêve de raconter des histoires, de captiver un public. Ce n'est pas encore clair dans sa tête, mais une graine est plantée. À 18 ans, il quitte la Normandie pour Paris, avec peu d'argent et beaucoup d'ambition. La capitale est un choc, bruyante, compétitive, intimidante. Mais Michel n'est pas du genre à reculer. Il sait que son avenir se jouera là, dans ce monde en pleine mutation. Les débuts à l'ORTF, un tremplin improbable. Dans les années 60, la télévision française est un monopole d'État, contrôlé par l'ORTF, Office de radiodiffusion télévision française. C'est un monde fermé, où les places sont chères. Michel, sans diplôme prestigieux ni relation, frappe à la porte comme journaliste sportif. On est en 1964, et les Jeux Olympiques de Tokyo changent tout. Les commentateurs principaux sont occupés, et un jeune inconnu de 22 ans se voit offrir une chance en or, commentée en direct. Michel Drucker saisit l'opportunité. Sa voix, son énergie, son naturel séduisent. Raymond Marcillac, un ponte de l'ORTF, le repère et lui offre un poste de reporter. C'est le début. À l'époque, le journalisme sportif est un domaine intense. Michel couvre le foot, le cyclisme, la boxe, avec une passion communicative. Il apprend à parler vite, à improviser, à captiver. Mais il n'est pas qu'un commentateur. Il observe, il écoute, il comprend ce qui fait vibrer le public. Ces années formatrices lui donnent une arme secrète, une capacité à connecter avec les gens, qu'ils soient devant leur écran ou sur un plateau. Cette authenticité deviendra sa marque de fabrique.
Mais la route n'est pas sans embûches. En 1968, l'ORTF traverse une crise. Les grèves paralysent la France, et Michel, jeune recrue, est évincé. Un coup dur. Pourtant, il ne baisse pas les bras. Il rebondit, trouve des piges, et continue à construire son réseau. Cette résilience, forgée dans l'adversité, le prépare pour la suite, une carrière qui va redéfinir la télévision française. La consécration, de Rendez-vous du dimanche à Champs-Élysées. Les années 70 marquent un tournant. Michel Drucker passe du sport au divertissement, un saut audacieux. En 1975, il lance Rendez-vous du dimanche, une émission qui mêle interviews, musique et bonne humeur. Le concept est simple mais révolutionnaire pour l'époque. Inviter des stars dans un cadre chaleureux, comme si le public était convié à une soirée entre amis. Dalida, Michel Sardou, Gérard Depardieu, Serge Gainsbourg défilent sur son plateau. Les Français adorent. Michel devient le gendre idéal, celui qui met tout le monde à l'aise, des stars aux téléspectateurs. Dans les années 80, il atteint des sommets avec Champs-Élysées. Cette émission, diffusée sur TF1, est un phénomène culturel. Chaque samedi soir, des millions de foyers s'installent pour voir Drucker accueillir des icônes internationales. Charles Aznavour, Johnny Hallyday, mais aussi Madonna, Sting ou Michael Jackson. Il a un don, faire parler les stars comme personne, révéler leur humanité. Un soir, Johnny Hallyday partage une anecdote intime. Un autre, Gainsbourg livre une confession inattendue. Ces moments deviennent légendaires, gravés dans la mémoire collective. Sa popularité explose, et les chaînes se l'arrachent. TF1, France 2, France 3, toutes veulent Michel Drucker. Ses contrats deviennent de plus en plus lucratifs. Il négocie intelligemment, s'assurant des cachets conséquents tout en gardant le contrôle artistique. Cette période marque aussi un tournant financier. Michel n'est plus seulement un animateur. Il devient une marque, un atout stratégique pour les diffuseurs. Les annonceurs se bousculent, les audiences grimpent, et son compte en banque suit. Une fortune bâtie sur la discipline. Parlons chiffres. En 2018, Capital estime la fortune de Michel Drucker à plus de 11 millions d'euros. Pas mal pour un fils de médecin de campagne. Mais cette richesse n'est pas tombée du ciel. Elle est le fruit d'une stratégie méticuleuse, d'une discipline financière héritée de son père, et des conseils avisés de son épouse, Dany Saval. Michel gagne environ 40 000 euros par mois grâce à Vivement Dimanche, l'émission qu'il anime depuis 1998, d'abord sur France 2, puis sur France 3. Ce programme, diffusé chaque dimanche après-midi, est une institution. Des stars comme Jean Dujardin, Vanessa Paradis ou Alain Delon s'y succèdent, attirant des millions de téléspectateurs fidèles. Mais Vivement Dimanche n'est que la partie visible de l'iceberg. Michel a diversifié ses revenus comme un pro. Sa société de production, DMD, Dany et Michel Drucker, est une machine bien huilée. Selon Capital, elle génère un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros par an, avec des marges bénéficiaires entre 7 et 11%. Dans les bonnes années, cela représente jusqu'à 1 million d'euros de bénéfices nets. En 2017, Michel se verse 1,4 million d'euros de dividendes, un pactole qui renforce sa fortune. Cette société produit non seulement ses émissions, mais aussi des contenus pour d'autres diffuseurs, maximisant ses revenus. Et ce n'est pas tout. Michel est aussi le cerveau derrière le studio Gabriel, un plateau emblématique à Paris où il enregistre Vivement Dimanche. Quand il ne l'utilise pas, il le loue à d'autres animateurs, comme Laurent Ruquier pour On n'est pas couché, ou à des entreprises pour des événements. Avec des marges de 18,6%, c'est une mine d'or. Ce studio n'est pas qu'un lieu de tournage, c'est un investissement stratégique qui rapporte gros. Michel ne s'arrête pas là. Contrairement à beaucoup de stars qui flambent leur argent, il adopte une approche prudente. Son père lui a appris à ne jamais gaspiller, et Dany Saval, issu d'un milieu modeste, lui a conseillé de toujours garder une année d'impôt d'avance. Résultat, il investit dans des actifs durables, évite les folies, et sécurise son avenir. Cette discipline financière lui permet de traverser les crises professionnelles ou personnelles sans jamais vaciller. L'immobilier, un empire de stabilité. Pour Michel Drucker, l'immobilier n'est pas une question de prestige, mais de racines.
Ses propriétés sont des reflets de sa carrière, des récompenses pour des décennies de labeur. À Paris, il possède un triplex dans un arrondissement huppé près du Champ de Mars. Cet appartement, réparti sur 3 étages, est à la fois son foyer et son QG. Le dernier étage abrite son bureau, un sanctuaire où il écrit, prépare ses émissions et réfléchit à ses projets. Depuis sa terrasse, il admire la Tour Eiffel et les Invalides, un rappel quotidien de sa réussite dans une ville impitoyable. Ce n'est pas un palace clinquant, mais un espace élégant, fonctionnel, à l'image de l'homme qui l'occupe. Mais son véritable havre de paix se trouve à Égalières, un village des Alpilles en Provence. Entouré d'oliviers, de vignobles et de paysages à couper le souffle, ce coin idyllique attire des stars comme Hugh Grant ou Charlotte de Turckheim. Pour Michel, c'est plus qu'une maison, c'est un rêve d'enfant réalisé. Sa villa, décrite comme le fruit de 20 ans de travail, est un refuge où il échappe à l'agitation parisienne. Il y reçoit des amis, savoure des soirées avec Dany, et se ressource dans un cadre paisible. Les marchés locaux, les ruelles bordées de lavande, les églises centenaires, tout ici lui offre la sérénité qu'il chérit. Ce rêve n'a pas été sans obstacle. En 2008, Michel veut agrandir sa villa à 293 mètres carrés. Mais la Ligue de défense des Alpilles s'y oppose, arguant que le projet est trop proche d'une chapelle classée. Le permis est annulé, et le canard enchaîné révèle que le ministère de l'écologie a tenté d'intervenir pour soutenir Drucker. Le scandale fait jaser. Pour un homme habitué à une image irréprochable, c'est un coup dur. Mais il ne lâche pas. Il reste fidèle à Égalières, où il fait du vélo, flâne au marché, et devient Michel, le voisin. Ses propriétés, Paris et Provence, ne sont pas des trophées. Ce sont des ancres, des lieux qui donnent du sens à sa vie. Un style de vie mesuré. On pourrait s'attendre à ce qu'un homme de la stature de Drucker vive dans l'opulence. Des supercars, des montres en diamant, des voyages extravagants. Surprise, ce n'est pas son style. Influencé par son éducation modeste et les conseils de Dany Saval, Michel vit bien, mais sans excès. Son seul vrai luxe ? Son hélicoptère. Piloter est une passion, pas un caprice. Cette licence, obtenue à force de travail, lui offre une liberté unique. Survoler la Provence, rejoindre des amis, ou atterrir près du village d'Entrechaud pour rendre visite à son ami Jean Ferrat, décédé en 2010. L'hélicoptère n'est pas un jouet de riche, c'est un symbole d'indépendance. Côté voiture, pas de Ferrari ou de Lamborghini. Michel conduit des véhicules pratiques, confortables, adaptés à ses trajets entre Paris et la Provence. Il n'a jamais cherché à impressionner avec des bolides. Sa garde-robe ? Des costumes sobres, des chemises impeccables, une allure soignée mais discrète. Ses montres ? Classiques, fonctionnelles, jamais ostentatoires. Pour lui, l'apparence doit servir le professionnalisme, pas la vanité. Michel investit dans ce qui compte, ses maisons. Le triplex parisien et la villa d'Égalières demandent un entretien coûteux, mais ce sont des actifs qui gagnent en valeur. Il aime la bonne cuisine, les dîners avec des amis proches, l'art et la culture, mais toujours avec modération. Ses voyages, qu'ils soient pro ou perso, privilégient le confort discret au palace Tapa-Aix-en-Graveleuil. Dany Saval joue un rôle clé. Elle veille à ce que leur foyer reste stable, avec des réserves financières pour parer à toute crise. Ce mode de vie, c'est du luxe à la Drucker. Réfléchi, durable, ancré dans des valeurs profondes. Les épreuves de la santé. Mais même un empire financier ne protège pas du temps. Ces dernières années, la santé de Michel Drucker a été mise à rude épreuve. En septembre 2020, il subit un triple pontage coronarien après une endocardite infectieuse. La convalescence est brutale, des mois cloués au lit, loin des plateaux. Contre toute attente, il revient à l'antenne en mars 2021, amaigri mais déterminé. Puis, en mars 2023, une nouvelle épreuve, une opération de la valve mitrale, encore liée à une endocardite. Il y a eu des nuits où je pensais ne pas m'en sortir, confie-t-il à RTL. 2 chirurgies à cœur ouvert en 3 ans, de quoi pousser n'importe qui vers la retraite. Pourtant, Michel s'accroche. Ses médecins lui imposent un rythme strict, couché à 23 heures maximum, moins d'engagement. Il doit renoncer à co-animer des événements comme les JO de Paris 2024.
Mais Vivement Dimanche reste son phare. Chaque dimanche, il retrouve son public, fidèle depuis des décennies. Ce n'est pas juste une émission, c'est sa raison d'être. Il sait que s'arrêter, c'est risquer de perdre ce qui le fait vibrer. Il a vu trop de collègues sombrer après avoir quitté la télé. Dépression, perte de repères. Pour lui, le plateau, c'est la vie. Un héritage indéfectible. En 2025, Michel Drucker est à un carrefour. Pendant des années, il a laissé entendre qu'il pourrait raccrocher, peut-être en même temps que le départ de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. Mais récemment, il a changé d'avis. « Je continuerai tant que le public me voudra », déclare-t-il. Un choix courageux, mais risqué. Chaque saison est un défi, un équilibre entre sa passion et sa santé fragile. Pourtant, son héritage est déjà gravé dans le marbre. Il a façonné la télévision française, donné la parole à des générations d'artistes et touché des millions de cœurs. Sa fortune, bien au-delà des 11 millions estimés en 2018, repose sur Vivement Dimanche, DMD, le studio Gabriel et ses propriétés. Mais sa vraie richesse, c'est sa longévité. Dans une industrie où les carrières s'effondrent en un clin d'œil, il a tenu 60 ans. Il a survécu aux luttes internes des chaînes, aux changements d'audience, à la concurrence. Et il l'a fait avec une humilité rare, une discipline héritée de son père, et un amour sincère pour son public. Un héritage indéfectible. En 2025, Michel Drucker est à un carrefour. Pendant des années, il a laissé entendre qu'il pourrait raccrocher, peut-être en même temps que le départ de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. Mais récemment, il a changé d'avis. « Je continuerai tant que le public me voudra », déclare-t-il. Un choix courageux, mais risqué. Chaque saison est un défi, un équilibre entre sa passion et sa santé fragile. Pourtant, son héritage est déjà gravé dans le marbre. Il a façonné la télévision française, donné la parole à des générations d'artistes et touché des millions de cœurs. Sa fortune, bien au-delà des 11 millions estimés en 2018, repose sur Vivement Dimanche, DMD, le studio Gabriel et ses propriétés. Mais sa vraie richesse, c'est sa longévité. Dans une industrie où les carrières s'effondrent en un clin d'œil, il a tenu 60 ans. Il a survécu aux luttes internes des chaînes, aux changements d'audience, à la concurrence. Et il l'a fait avec une humilité rare, une discipline héritée de son père, et un amour sincère pour son public. Conclusion, un homme face au temps. Michel Drucker, c'est l'histoire d'un homme qui a transformé un départ modeste en une légende. De Vire à Paris, des plateaux de l'ORTF aux soirées de Champs-Élysées, il a bâti un empire sans jamais perdre son humanité. Ses maisons, son hélicoptère, sa fortune, tout témoigne de son travail acharné. Mais aujourd'hui, à 83 ans, il fait face à une question universelle. Quand s'arrêter? Doit-il continuer à briller sous les projecteurs, au risque de sa santé? Ou mérite-t-il enfin un repos bien gagné, dans sa villa provençale, entouré de ceux qu'il aime? Qu'en pensez-vous? Michel doit-il poursuivre sa passion ou profiter de la paix? Partagez votre avis en commentaire, et dites-moi quelle star vous voulez découvrir ensuite sur Universal Life. Si vous avez aimé ce portrait, likez, partagez, et abonnez-vous pour d'autres histoires inspirantes. À très bientôt pour une nouvelle aventure.